Bonjour Georges. Bonjour Pedro, bonjour à Oui, tous. Donc il y a déjà du monde. tout à fait. Alors aujourd'hui, la plateforme qu'on utilise déconne un peu, donc on ne voit pas le nombre Bonjour de Claudie gens Berthet. qui sont là en direct. Mais on va ce n'est pas grave, on sait que vous êtes nombreux. N'hésitez pas à poser vos questions, dans les commentaires et on va Tant que c'est pas attaquer. nous qui déconnons, Pedro. Non, 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 c'est l'outil qu'on utilise, je ne sais pas, il est taquin ce matin, c'est comme ça. Donc, je n'ai pas le compteur, normalement j'ai un beau compteur qui me dit combien, vous êtes, sur chaque flux, mais là, je n'ai rien. Donc on ne voit que vos commentaires. Bon, bref, c'est pas ça. Hier, on va commencer, donc il y a plusieurs vidéos qui vont sortir, si je ne me trompe pas aujourd'hui. Heu, je pense que ce soir, on va sortir la première Merci, vidéo. merci à Fifi70 qui a versé son obol pour nous aider et qui dit: «C'est rare d'être de gauche et défendre la souveraineté». Eh ben oui, surtout à notre époque. Du moins, Donc tu théoriquement. disais, je t'ai coupé, excuse-moi, tu te parlais des vidéos qui vont sortir? Ouais, tout à fait. Non, mais par contre, juste une remarque. Normalement, ça devrait être une condition sine qua non d'être de gauche et souverainiste. Mais bon, le monde, tel qu'il est aujourd'hui, fait que le concept de gauche, de droite et cetera a volé en éclats et donc on peut être de gauche et ultralibéral et plus contre le capitalisme et bon, bref. C'est un long débat dans lequel on n'entrera pas. Peut-être que tu en parleras avec François Coq, qui est notre premier invité sur les questions justement de réforme du système. Je ne sais pas, puisque c'est un sujet cher à François. Mais revenons sur notre sujet, principal. Donc, il va y avoir un certain nombre de vidéos qui vont sortir jusqu'à notre départ à Rio. Ce soir, je peux annoncer qu'il va y avoir, donc une première vidéo d'un économiste russe, monsieur Kouvaline, si je ne me trompe pas, Georges? Alors tu as coupé ton micro. Oui, j'ai coupé. On va avoir oui, une vidéo de monsieur Kouvaline Mmh. qui est, né en URSS. C'est amusant, il ressemble un peu à Lénine. Heu, c'est un économiste, statisticien, il est le numéro 2 de l'Institut de statistique, de Russie et on va avoir un topo sur l'économie russe, très détaillé et à mon sens, particulièrement honnête parce qu'il est critique, et il dit qu'est-ce qui va pas. Une très, très longue explication de comment, ils en sont arrivés là où ils en sont et pourquoi, par quel biais, pour ce qui est du bon et pour ce qui est du mauvais Mmh. et on salue Jacques Sapir, parce que c'est, un des scientifiques, russes avec lesquels, il travaille, sur les questions d'économie et d'économie mondiale. Donc c'est grâce à Jacques Sapir qu'on a pu le rencontrer et c'était tout à fait extraordinaire comme rencontre. Vous allez voir, très, très belle vidéo. Tout à fait, donc cette vidéo, probablement qui sortira à 18 heures ce soir. Il y a une autre vidéo qui sortira Et entre-temps. il y a des questions sur les délais. Eh bien oui, en fait, on a fait les interviews en russe, les réponses sont en russe et en fait, on s'est rendu compte que les traducteurs, sont assez catastrophiques. C'est vraiment n'importe quoi. Voilà, donc Je sais pas si un jour on pourra faire une vidéo sur 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 la folie des traducteurs automatiques, parce que ça sort un petit peu n'importe quoi au mauvais moment et donc il faut que des gens qui parlent parfaitement russe et français traduisent. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps parce que pour le moment, eh bien, l'IA ne fonctionne pas bien. voilà, les transcriptions, si j'ai bien compris, sont pas si mauvaises que ça, mais après la traduction, ça finissait en: «Les fœtus australiens mangent l'économie russe» et donc ça n'avait aucun sens. Donc voilà. Donc on voulait vous mettre puisque c'est des sous-titres, donc les sous-titres soient, de qualité et que les concepts soient compréhensibles. Donc ce que je disais, c'est qu'en attendant, en début d'après-midi aussi sortirait une petite vidéo courte qu'on a fait, hier avec Georges, de réaction puisqu'on allait voir un film, épique, si on peut dire ça comme ça, mais un divertissement fort sympathique, mais historiquement, pas du tout, dans les clous, donc qui est Gladiator. Gladiator, 2, on Tout nous à a fait fait, toute une série de commentaires, vous allez voir. C'est exactement. bien, mais il vaut mieux y aller en n'ayant absolument aucune connaissance en histoire, romaine, sinon ça enseigne vraiment des yeux. Voilà. Ah oui, des yeux, des oreilles,
Genre, je ne me remets toujours pas de cette séquence de football de rue, dans les rues du Caire, pendant l'Antiquité. Ça, c'est et peut-être que Non, mais c'est intéressant aussi dans le sens où, il y a 2 fautes en quand on parle d'histoire. mmh, C'est, d'analyser le temps présent et des concepts du passé qui marchent plus trop. C'est ce que font souvent quand certains qui sont attachés à des courants philosophiques, de pensée, des gens par exemple Karl Marx qui est extraordinaire, mais beaucoup de choses sont quand même écrites au milieu du 19e siècle et ça ne rentre plus tellement, dans les cases. Ne parlons pas des néolibéraux, heu, avec Adam Smith ou Ricardo, mais l'autre erreur, c'est de transposer le temps présent, dans le temps passé et franchement, on a un beau pâté là, à la fin, politique sur, genre la politique aux États-Unis, mais transposé au début du 3e siècle à Rome. Et évidemment, c'est n'importe quoi. alors Alex de la Guerre, dit, comme gl le premier gladiateur, mais là, c'est un moment justement, il y a une reconstitution d'une bataille des Athéniens, heu, contre comment ça s'appelle? Alors j'ai oublié quelle bataille, mais une bataille maritime et en fait, les Athéniens ont des boucliers spartiates, mais habillés en athéniens. Donc C'est bon, la bataille navale de Salamine, voilà, très merci. célèbre, hein. Voilà, Donc c'est donc des Athéniens, pas des Spartiates. Mais bon, ça c'est vraiment c'est un détail, il y a vraiment des trucs beaucoup plus graves. Allez, on va pas refaire la vidéo d'hier tout soir. à fait et donc on la publiera Allez, tout à l'heure et il y a encore d'autres vidéos, que vous allez voir sortir ces jours-ci, avant qu'on commence notre couverture dès samedi du G20 de Rio. Donc il n'y aura pas de matinale demain matin puisqu'on sera, en route vers l'aéroport, puisque c'est quand même, quelques dizaines d'heures de vol pour traverser l'Atlantique et puisque le Concorde quelques dizaines d'heures, c'est 13 heures, c'est pas dizaines, on va passer 50 heures, ça c'était pour aller à Kazan. oui, mais Ça ça, va, c'est moi, c'est que si tu veux. 13 heures. Comme vous C'est que voyagez avec moi, il y a un fort risque pour qu'on soit, qu'on fasse 10 000 kilomètres de plus en passant par l'Australie. C'est mon côté, pirate, aérien. Non, plus sérieusement, effectivement, hem, étant donné qu'il y a plus le Concorde, parce qu'il faut savoir qu'avant, il fut un temps lointain où il y avait des Concordes qui partaient de Paris et qui allaient jusqu'à Rio et ce temps est révolu. C'est dommage et il fallait très peu de temps pour y aller, je crois en 4-5 heures. Alors ça faisait quand même une escale à Dakar parce que le la portée du Concorde n'était pas suffisante pour aller directement, à Rio. et ben voilà, Happy Fukushima, lui a connu, la période la plus glorieuse de la France. Son grand-père a pu faire un vol dans le Concorde. Effectivement, Exactement, c'était l'époque où la France dominait le monde mais je vois que dans le technologique. fil, on discute de Marine Le Pen, Tout à et fait, bah, ça va être notre premier des sujet. sanctions, qu'elle pourrait subir, dans ce procès. Et certains disent que c'est pour laisser la place à Édouard Philippe pour 2027. Franchement, si on élit Édouard Philippe en 2027, Je quitte la eh France, ben, non. on méritera ce que l'on aura. Allez, tant pis. Alors justement, c'est notre premier sujet, c'est cette question du procès de Marine Le Pen. Alors il y a beaucoup à dire. Alors, heu, toi, tu vas évoquer, l'aspect politique. Moi, je vais après, je pense évoquer un autre aspect qui me chiffonne dans cette histoire. Donc, qu'est-ce que toi, tu as à dire politiquement sur ces procès? Procès aussi, il y a ceux de la France insoumise, il y a eu ceux de Fillon. C'est-à-dire la plupart des Français ont l'impression qu'il y a une espèce d'acharnement du pouvoir judiciaire contre les politiques en France. Qu'est-ce que toi, tu peux nous répondre par rapport à ça? Et effectivement, il y a 2 aspects. Il y a un aspect juridique, purement juridique. Je crois que tu vas en parler, ça t'intéresse. Il y a un aspect qui est politique. Et on peut pas non plus faire comme si, il y avait pas de rapport politique. Alors oui, aussi bien au Rassemblement national qu'à la France insoumise, que Bayrou, que il y a des fautes, il y a des erreurs, et puis il y a des, tentatives de prévarication, d'arnaque, de financement personnel, c'est clair. Hem, Maintenant, il est étonnant de voir de quelle manière, à quel moment, tout ça se déclenche. On repensera à,
au cas Fillon. Et bien évidemment que moi, j'ai aucun amour particulier politique pour l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, Monsieur Fillon, ni pour ses carabistouilles avec sa femme et ses châteaux et ses costumes et tout ça. Mais l'élection de 2017 a été complètement pervertie par cette affaire et ça a donné un boulevard à Emmanuel Macron. Euh, Là, par exemple, dans le cas, alors il y a plusieurs choses qui sont abordées dans le cas de RN, mais il y a un des problèmes qui est le même, partiellement à la France insoumise, c'est que les salaires versés aux collaborateurs du Rassemblement national travaillant à l'Union européenne eh bien, a servi à ce que des gens ne travaillent pas que sur des sujets à l'Union européenne, mais aussi sur des sujets en France, organiser des meetings en France, des déplacements, ou écrivent des discours, ou ce genre de choses, mais qui se passent en France. Et franchement, enfin, ok, peut-être selon les règles de droit et selon les règles de fonctionnement du Parlement européen, c'est un terrible crime, mais politiquement, Bah, c'est on est surtout chez les quand on fous. fait de la politique, On est chez les on fous. cloisonne pas. Aucune personne normale ne peut dire, enfin, ne trouvera que c'est un crime catastrophique que Jean Dujou soit condamné parce que un quart de son temps a été consacré à la personne politique dont il s'occupe, mais au moment où il était en France, pas au moment où on est sur les questions européennes. Bon, surtout pour des gens qui défendent la souveraineté. Euh, voilà. Et puis ça pose le problème que si la justice euh, est supposée impartiale, mais alors elle doit l'être pour tous. L'affaire du Rassemblement national, ce qui est reproché, est totalement secondaire par certains aspects, grave par d'autres, mais comparé, par exemple, à la vente du fleuron industriel français qui assure notre Alstom. sécurité stratégique, Alstom, en tirer des bénéfices personnels pour arroser tout un tas de gens pour se faire élire. Suivez mon regard, je pense à Emmanuel Macron. Je rappelle qu'il y a un rapport parlementaire qui était présidé par le député Marlex, qui n'est pas un bolchevique fou furieux, où on lit très clairement entre les lignes, à tous les niveaux, qu'il s'agit de haute trahison, pas juste une vente ratée. Ah là, non, il n'y a pas de poursuite judiciaire. Bon. Et donc, si cela concluait en une incapacité à continuer l'élection, à une défaite comme pour François Fillon, une interdiction de se présenter, ben, je ne sais pas, à Jean-Luc Mélenchon ou à Marine Le Pen, je pense que des millions de Français seraient en droit de considérer qu'on se moque d'eux. Et que là, on rentrerait dans une situation très compliquée par rapport aux institutions. Alors moi, c'est là où je discorde de toi sur ce point-là. C'est Tu que j'ai discordes de lu les moi. minutes Il du faut arrêter de dire procès. anglais, mon ami. Mmh? Tu es en désaccord avec moi, pas tu discordes de moi. Oh pardon, pardon. Je suis en désaccord avec toi. J'ai lu les minutes du procès comme j'avais lu, les questions sur Fillon et aussi sur la France insoumise. Et à chaque fois, ce qui me caractérise, du moins ce qui caractérise ces cas-là, c'est l'amateurisme de ceux qui veulent nous diriger. C'est incroyable que Marine Le Pen envoie à son trésorier un message: «On financera le parti par tous les moyens légaux et illégaux». C'est écrit noir sur blanc. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis: «Cette dame qui aspire à diriger la France est capable d'envoyer des mails qu'elle sait que ces mails pourront être interceptés en racontant des conneries et en racontant des choses qui l'impliquent elle directement». C'est-à-dire que normalement, si le RN était une institution qui marcherait, jamais elle n'écrirait ce type de mail. Il y aurait même, on va dire, un sbire, quelqu'un, un fusible qui pourrait le faire, mais jamais même ce serait écrit. Et en fait, ils sont, je suis désolé, nuls, profondément nuls. C'est-à-dire que même là-dessus, même sur cet aspect de tricherie, ils sont nuls. Et donc pour moi, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'elle est censée Tu être leur reproches avocate. de mal frauder, de ne pas être très compétent dans la fraude, c'est ça? Non, mais ils sont incompétents dans tout. Donc même là-dedans, ils sont même pas compétents dans la fraude. Au moins, Patrick Balkany était beaucoup plus compétent qu'eux dans la fraude, tu vois? Bon, même s'il s'est fait attraper après. Mais même là-dessus, c'est-à-dire que
il y a une espèce d'insuffisance crasse chez eux, de nonchalance à aller au fond, à travailler juste leur dossier et je suis désolé, Marine Le Pen est avocate, quand on voit sa défense à la barre, qui consiste à dire la première défense, c'était: «Non, le droit ne s'applique pas aux députés européens». Dommage, il y avait une jurisprudence longue comme le bras qui disait le contraire. Après: «Non, les frais sont prescrits». Dommage, c'était pas prescrit et ainsi de suite. Toute leur défense n'est pas, heu, on va dire, est grotesque. Ils n'essayent que d'attaquer sur des questions de forme, mais avec des arguments où, je suis désolé, je ne sais pas qui sont leurs conseils, mais elle est quand même censée être avocate. C'est-à-dire qu'elle est pas bouchère, elle est pas, prof d'histoire. Elle est censée maîtriser ça et ben, franchement, moi je trouve que ça fait, peur quand on sait que c'est des gens qui veulent diriger ce pays et c'est la même chose à la France insoumise. Quand on voit ce qui s'est passé avec Sophia Chikirou et cetera, c'est quand on veut diriger un pays, alors je dis pas l'objectif de la République irréprochable, on sait que dans la pratique, c'est un vœu pieux parce qu'il y a toujours on a toujours oublié une note de frais de 5 € et donc c'est toujours compliqué. Mais à ce niveau-là, c'est plus une question de reprochable ou pas reprochable. Mais, C'est je voudrais quand même noter, il y a mmh, beaucoup de commentaires, mmh, dans le fil. Il y en a plusieurs qui écrivent ce que j'ai dit. C'est que mmh. s'il doit y avoir un système judiciaire, eh ben, il doit être Oui, il doit être complet. C'est-à-dire qu'il faut tout à fait. rappeler que nous, République souveraine, on était quand même embêtés pour des trucs qui sont, de l'ordre du délire. On en connaît qui sont dans d'autres partis qui ont des problèmes parce qu'une note de 13,70 €, il se Mmh mh. reconnaîtra, n'a pas été clairement établie. Alors que il y a pas de c'est pas comme au RN ou au FI, il y a pas de L'enjeu. permanent, il y a pas de salaire, personne ne gagne rien, les gens perdent plutôt de l'argent, enfin bon, tout ça est assez, alors encore une fois que, d'autres, beaucoup plus dont les situations est beaucoup plus problématique au regard de la loi, ne sont pas poursuivis. Vous vous souvenez de la première ministre du Travail? Madame, Nicole, Pénicaud? Mmh. C'est l'ancienne RH là, fanatique néolibérale, mais il y a toujours une affaire d'organisation de financement de la campagne de 2017, d'Emmanuel Macron où elle faisait la tournée parfaitement illégalement de financement étranger aux États-Unis. Vous vous souvenez des soirées à New York, à Las Vegas? Bon, tout ça, allez, pertes et profits, mais là on parle de millions, et de quelqu'un qui a été élu et qui après mène des politiques qui sont en faveur des gens qui l'ont élu et c'est problématique. C'est-à-dire que en cette justice-là, si elle n'est pas appliquée de la même manière à tous, eh bien, c'est une justice politique. Et dans ce cas-là, elle ne peut pas avoir, elle ne peut pas être considérée comme légitime. On peut pas demander à ah légitimement, regardez, ce qui est vrai, tu as raison, Pedro, regardez, ils sont nuls, c'est catastrophique, ils financent leur parti, et de dire ah ben non, nous ça va, on sent bon, non, c'est tout, il y a beaucoup de Non, mais responsables en fait. Et puis de toute l'autre chose, façon, Georges, on reproche, si non mais justement, regarde, on reproche d'avoir financé leur parti, à Marie-Laure, aux frais de la princesse. Mais c'est vrai. Et c'est un des gros problèmes, c'est justement ce dont je parle. D'autres financent sans qu'il y ait de sanctions juridiques et évidemment politiques ou d'inéligibilité. Et puis là, il y a une question morale. On le sait bien pour ceux qui viennent de gauche, l'histoire du mouvement ouvrier n'a pas été que simple. À un moment, où il fallait que les syndicats, les partis, communistes, les partis socialistes se financent dans des élections face à des partis dits bourgeois de l'ordre qui sont liés avec le pouvoir en place, avec les banques, avec qui avaient donc des facilités de financement, eh bien, parfois, les financements des partis n'étaient pas toujours parfaitement légaux. Mais c'est une chose que de dépasser un peu la ligne rouge pour financer un parti qui a un objectif politique pour le bien commun, quoi qu'on pense de chaque organisation politique. C'est très différent d'avoir un détournement de fonds pour des biens, pour quelque chose de personnel. On voit, il y a quand même une différence, même si dans les deux cas, on traverse la ligne rouge. Et puis enfin, euh, euh, si on regarde des pays où la corruption est institutionnalisée, je pense aux États-Unis, puisque c'est de ça dont il s'agit, là, il n'y a même plus de condamnation possible, en fait. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est que des institutions financières peuvent financer toute votre campagne. Et depuis Barack Obama, sans plafond. Ils peuvent même vous donner de l'argent pendant que vous êtes élu, écrire vos lois
et vous, votre boulot, ouais, c'est d'encaisser et vous êtes un super lobbyiste, en fait. Et ben, c'est aussi une démocratie. Donc on a vraiment différents niveaux de rapport au financement des partis politiques, au financement de la vie politique, à la possibilité de vivre tout en faisant de la politique. La loi ne s'applique pas de la même manière, avec la même sévérité aux uns et aux autres, et donc du point de vue du citoyen, tout ça concourt à avoir un sentiment qu'il s'agit d'une farce et de tout faire en œuvre pour que ce soit strictement les tenants du système qui, sont soit réélus ou remplacés les uns par les autres, mais surtout pas qu'il y ait un changement. Je suis entièrement d'accord avec toi parce qu'on moque beaucoup, certains pays en voie de développement, l'Afrique, du moins les pays africains et cetera pour leur niveau de corruption. En France, les niveaux de corruption sont dantesques. La seule différence et on en a déjà discuté souvent ensemble, c'est Mmh. qu'en France, quand le politique vole, il y a co le reste des services continuent à marcher. Dans certains pays pauvres, quand un mec détourne l'argent, il y a pas d'asphalte sur la route. Donc les gens le voient. Et donc, ça les rend fous. Mais en France, il y a une impunité. Tu te souviens du scandale de, l'Imprimerie nationale, du moins du actuellement Quai d'Orsay que j'avais évoqué, ce détournement de, je crois, 400 millions d'euros aux frais du frère de Nicolas Sarkozy et qu'il y a eu aucune sanction réelle. Et donc voilà, heu, c'est vrai que tout ça, ça concourt à cette impunité totale et les peines. En France, il y a une réalité, les peines pour corruption politique sont très faibles. Ça aussi, il y a une on va dire, comme disent les gens, hein, je crois que devant le dealer en termes d'impunité ou même certains qui commettent des agressions sexuelles, il y a le politique. Par contre, celui qui commet un excès de vitesse, là, on lui tombe dessus et effectivement, il y a une complètement inadéquation des peines sur ces questions-là. Maintenant, il y a 2 trucs que je voudrais citer, qui moi, on va dire, c'est, m'ont marqué, dans ces minutes de procès, c'est un des grands arguments du RN quand on leur a demandé de prouver leur travail, c'était de dire: «On ne garde rien». Qui ne garde rien? On va dire, ça a été démontré en fait, par exemple, monsieur Gollnisch, lui garde toutes ses archives, tous les discours et tout et ils ont dit: «Ah ben, on ne garde rien» et l'autre chose et qui montre à quel point cet amateurisme global, c'est un mail de Julien Audoul qui donc était employé, par une assistante, par une, députée et qui envoie un mail à Marine Le Pen, donc il était rattaché au cabinet de Marine Le Pen et où il dit: «Serait-il possible que je vienne à Strasbourg pour faire connaissance avec Mylène, à laquelle je suis rattaché. Parce que donc il travaillait depuis des mois pour quelqu'un qu'il n'avait même pas rencontré. Mais à nouveau, ils s'envoient des mails, ces gens-là, pour confirmer qu'ils font des montages. C'est ça qui me moi, C'est me c'est c'est choque. vrai que c'est un problème, tu l'as manifesté, 2 fois déjà. Mmh, Effectivement, c'est un problème, mais quasiment d'incompétence, ce qui peut inquiéter, si jamais ils avaient le pouvoir politique en France. tout à fait. C'est pour ça Mais que mais on a par rapport au fond, tu vois, on a Dolly la Limace qui écrit, mmh, 48 heures pour juger un gilet jaune, ce qui est vrai, 25 ans pour juger Balladur et on cherche toujours les t-shirts, mmh, hein. Ceux qui ont l'âge, comprendront de quoi on parle. Les t-shirts, puisque quand même Balladur est arrivé en disant, un peu comme Bruno Le Maire arrive à la commission, de finances du Sénat, en disant n'importe quoi. «Ah, ma campagne a été financée par la vente de t-shirts, 15 millions de t-shirts». Voter Balladur, imaginez, et je 15 millions suis de Français achètent des t-shirts Balladur, déjà, c'est un peu délirant. Puis surtout, il y en a de nulle part. Personne n'en a. Si vous avez un t-shirt «Votez Balladur», sachez que ça vaut de l'or. C'est quelque chose qui est collector. Doit être 10 000 € maintenant, chez, chez les brocanteurs de la vie politique, qui n'a jamais existé. Bon, Julien Audoul, le gars qui reste sur Intelligence. Ça, c'est pas sympa. Heu, ouais. On dirait mes excuses quand j'avais pas fait mes devoirs au collège, si je l'avais fait, mais j'ai rien gardé, c'est tout dans ma tête. C'est vrai que non, mais c'est vrai que franchement la défense, c'est aussi ça qui me choque. C'est-à-dire que Marine Le Pen est censée être avocate, quand on voit le niveau de nullité de la défense, alors je pense qu'ils oui, savent mais qu'ils bon, font la nullité de défense, mais c'est vrai que voilà, Le Pen à côté de Sarkozy, c'est une petite joueuse, écrit heu, HB. tout à fait, Franchement, tout à fait. Alors par contre, on a justement, quand même déclenchement de guerre, dans un pays, la Libye, avec le chaos qui s'en est suivi, dans tout le Sahel. mmh. Là, on est quand même dans le record absolu.
je vais me permettre de faire une, Avec un financement supposé pour une campagne. C'est république bananière, c'est quand même et on souhaiterait faut bien comprendre que comment on est reçu, comment on nous regarde en Afrique. Les Africains, ils savent ce qui s'est passé ou ont des grosses suppositions sur ce qui s'est passé en Libye ou par exemple ce qu'on fait au Tchad et toujours avec, Emmanuel Macron qui d'ailleurs après toutes les affaires Benalla avait bien envoyé, avec des passeports, de l'Élysée, monsieur Benalla gérer des trucs avec, le président Déby et puis aller, dans le nord, là où il y a les mines d'or. Enfin bon, tout ça est absolument peu clair et bah, là, rien. Donc en fait, il y a ce problème de légitimité et de légalité. On ne peut pas imposer la légalité à quelques-uns dans le jeu politique, surtout à des gens, à des partis qui sont en possibilité d'arriver au second tour, de gagner, genre je pense spécifiquement à la France insoumise et au Rassemblement national, et pas aux autres. Les gens le voient, en fait. alors C'est c'est invisible. c'est Et marrant on parce sait que effectivement, juste, il y a Frédéric Leduc et plusieurs qui ont écrit, donc on est obligé de, enfin, faut le dire mmh, quand même. Régis de Castelnau a produit un ouvrage à ce sujet, Une justice politique, très très bon livre. Alors, on est en grand froid, enfin, il est en froid avec moi, Régis, je ne sais toujours pas pourquoi, mais c'est pas grave. C'est un très bon livre. Régis, des fois, s'emporte sur tout un tas de sujets à l'international de manière exagérée, mais par contre, ce domaine, il maîtrise très très bien, et son livre est très documenté. Euh, et il parle entre autres de l'affaire Fillon, tout en expliquant bien que c'est pas du tout un filloniste politiquement, hein, c'est pas vraiment sa tasse de thé, mais il explique les rouages de la mise en place d'une machine juridique qui va dans un seul sens et qui sert les intérêts politiques d'un autre parti. Et là, c'est absolument mais genre, il a inacceptable. été quand même avocat de Fillon, si je me trompe pas, dans l'équipe, non? Non, non, il n'était pas avocat de Fillon. Ah non, alors pardon, je confonds. Sur, sur la question, Et quand bien justement même, il alors aurait été avocat de Fillon, il peut dire des choses qui sont exactes, hein, ça change oui, rien. oui, non, mais je dis pas le contraire, je replace juste le contexte. Juste pour ceux parce que je sais que parmi nos auditeurs, il y en a certains qui portent un grand espoir au RN. J'ai rencontré récemment, le hasard a fait que j'ai rencontré, Maxime Amblard, donc un ancien de Génération Frexit, devenu député, du RN et qui, spécialise des questions d'énergie et d'électricité. Alors, au-delà du fait que, je trouve qu'il doit bien manger au restaurant de l'Assemblée nationale, mais je ne ferai pas de critique, étant moi-même, en léger surpoids et juste, j'ai été très surpris, je lui ai demandé: «Beh, alors, quand est-ce qu'on sort du marché, européen de l'énergie?» et là, il m'a dit: «Ah mais c'est compliqué, c'est trop extrémiste, on va juste sortir du tarif» et donc j'ai compris. Et voilà, donc pour ceux qui portent un espoir sur ces gens-là, beh, on se rend compte qu'il y a quand même un bon fond libéral et qu'au final l'Europe c'est pas si grave et cetera et donc j'ai été extrêmement déçu. Alors oui, non, moi j'ai aucun espoir avec le RN, mais justement c'est pour montrer que ces gens qui soi-disant il y a, heu, intimaient tout le monde qu'il faut, le référendum sur l'Union européenne, faut sortir de l'Union européenne, d'un seul coup, devenus députés, ont tout oublié. Bon, désolé Maxime, Allez, mais à un moment il on faut va en parler, aussi avec, avec François Coq avec qui est là François qui est depuis 10 là. minutes parce qu'on est en retard et qu'on Tout à bavarde fait. beaucoup. On bavarde un peu trop et certes, le Rassemblement national qui pourrait prendre le pouvoir, Mmh. éventuellement, eh ben, serait dans une situation très compliquée comme n'importe lequel de ceux qui pourraient prendre le pouvoir en 2027 ou avant, car la situation du pays est catastrophique et l'Union européenne pousse pousse, pousse Mmh. par tous les moyens pour étendre sa puissance, la puissance de la Commission européenne au détriment des États-nations et donc de la France, et pour faire une Europe fédérale.